Bon, on est de retour avec la suite de interruption de traitement. On est rendu à la troisième vignette conceptuelle. Alors, c'est l'histoire. Puis là, celle-là, c'est une vraie. Les deux autres, c'est des trucs que j'ai inventés, mais celle-ci, c'est une vraie histoire. Alors, Nancy B, 25 ans, c'est quelque chose qui s'est passé là, dans les années 90, diagnostiquée avec la paralysie, le syndrome de Guillain-Barré. Alors, le syndrome de Guillain-Barré, je ne sais pas s'il y en a de vous qui savent, qui savez c'est quoi. C'est un trouble, on pense que c'est auto-immunitaire, c'est souvent précédé par un gros rhume, une grosse infection, un stress au corps. On voit ça des fois post-accouchement, on va voir ça des fois post-chirurgie. Ce qui arrive, c'est que le système nerveux, je vais expliquer ça sommairement, là, enfle et ça paralyse le corps. Donc, on peut avoir différents degrés de Guillain-Barré. On va avoir des gens qui vont faire un Guillain-Barré qui vont juste être engourdis au niveau des jambes, au niveau des mains, qui vont avoir des faiblesses. Il y en a qui vont paralyser, qui sont plus capables de marcher, qui sont plus capables de bouger. Il y en a que la paralysie va être tellement haute, parce que ça s'appelle le syndrome ascendant, la paralysie ascendante, ça va être tellement haut dans le système que même la respiration ne sera plus possible. Donc, c'est des gens qui vont se retrouver aux soins intensifs sous respirateur jusqu'à temps que le syndrome de Guillain-Barré se résorbe. Parce que dans la plupart des cas, ça se résorbe. Les patients passent des jours, des semaines, des mois à l'hôpital jusqu'à temps que le système nerveux redevienne normal et qu'on puisse recouvrir nos capacités. Dans certains cas, c'est très, très, très rare, le Guillain-Barré devient permanent. Ça en ira pas, ça devient permanent. Alors, Mademoiselle Nancy B, elle était atteinte de ça, elle était intubée, mise sous respirateur parce elle avait la forme très grave du Guillain-Barré. Et en janvier 91, là on parle de 2 ans plus tard, puisque ça a commencé en 89, elle est informée que son Guillain-Barré est irréversible. Elle va être comme ça pour le restant de ses jours. Euh, donc, ça veut dire qu'elle est sous respirateur, elle est paralysée des oreilles aux orteils, elle peut bouger ses yeux, that's all. Le restant, ça fonctionne pas. Par contre, avec un système de communication via un ordinateur là, qui était activé par le mouvement de ses yeux, on constate que ses facultés intellectuelles, elles sont intactes. Donc, la demoiselle, elle est toujours orientée et elle est apte. Ben, ils ont eu à travailler pour prouver qu'elle était apte. Elle est apte encore à prendre des décisions. Alors, mademoiselle, ce qu'elle veut, c'est arrêter son traitement. Donc, elle veut arrêter le respirateur. Elle considère que son respirateur, c'est un traitement médical, puis elle veut le cesser. Refus de traitement, comme n'importe quel autre traitement. Bon, vous comprendrez que on peut pas prendre ça à la légère. Il ne pouvait pas à ce moment-là prendre ça à la légère. Ça a quand même pris 2 ans de, de, de bataille juridique pour prouver, premièrement, que Mademoiselle B, elle était apte, elle était toujours apte à prendre ses décisions, qu'elle les prenait elle-même, et que son respirateur était un traitement. Au bout de 2 ans, elle a eu le OK de la Cour et elle a pu faire retirer son respirateur et elle est morte dans les minutes qui ont suivi le retrait du respirateur. Donc, vous comprendrez que les 3 situations, dans le fond, c'est la même chose. Les 3 personnes ont décidé, en étant aptes, éclairées, puis le consentement était libre, d'arrêter un traitement. La différence, c'est que le traitement, les 3 fois, les 3 exemples, l'arrêt du traitement causait la mort, mais la mort était beaucoup plus rapide dans le 3e exemple que dans le 2e, que dans le premier. Mais si vous regardez ça, le pratico-pratique, les 3, c'est exactement la même chose. On arrête un traitement, en bout de ligne, il y aura la mort. La seule différence, c'est que la mort est plus longue quand on arrête de manger euh, que quand on arrête un respirateur. Donc, je veux dire, techniquement, il n'y en a pas de différence entre les 3. On parle des patients aptes à prendre des décisions, un consentement qui était libre et éclairé, puis qu'en bout de ligne, c'est la mort. Techniquement, c'est la même chose. Dans les 3, on voit
que l'autodétermination puis l'inviolabilité, c'est deux valeurs qui sont au cœur de la demande, là. L'autodétermination étant, c'est la personne qui décide pour elle-même ce qu'elle veut. Elle décide qu'elle n'en veut plus de ces traitements-là. Elle décide qu'elle n'en veut plus de cette vie-là. C'est pas à nous à décider est-ce que c'est correct ou pas comme décision. L'autodétermination nous dit que cette personne-là peut décider pour elle-même, peu importe quelle sera le- la fin, la outcome. Le outcome ici, c'est la mort. Euh, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, ça l'importe peu, puisque la valeur d'autodétermination est au cœur de la demande. Puis l'inviolabilité est aussi au cœur de la demande. On ne pourrait pas imposer à un patient un traitement qu'il ne veut pas juste parce que nous, on pense que ça n'a pas de sens qu'il l'arrête, là. Alors même Mademoiselle B, qu'elle a eu à se battre par contre là, pour prouver son point, mais même Mademoiselle B, on ne pouvait pas lui imposer un respirateur. Elle ne le voulait pas, ce respirateur-là. Donc, si on avait continué à lui imposer, on aurait été à l'encontre du principe de la valeur de l'inviolabilité. Alors, là, on est rendu dans l'acharnement thérapeutique. Alors, l'acharnement thérapeutique, c'est d'utiliser des moyens extraordinaires pour maintenir ou même pour prolonger la vie, euh, pour, pour faire reporter la mort de plus en plus loin. Là où ce qu'il faut vraiment mettre l'emphase, c'est sans bénéfice réel pour l'usager. Si on avait décidé, si on revient à l'exemple de Mademoiselle B, si la Cour avait décidé que, bon, ben, Mademoiselle B, mettons, elle n'était pas apte à prendre la décision, quelqu'un aurait pu dire, mais est-ce qu'on continue ce traitement-là, le respirateur? Si on le continue, est-ce qu'on a de réels bénéfices, outre le fait qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'on aurait eu des réels bénéfices? Il aurait fallu sérieusement se poser la question. Alors, la suite de la définition de l'acharnement thérapeutique, traiter les patients au-delà des espoirs raisonnables. Tu sais, je vais donner un exemple. Quand on donne aux patients des chimiothérapies expérimentales, si on leur dit pas que c'est expérimental, c'est nouveau. Si on leur dit là, c'est nouveau, puis ça fonctionne super bien, il y a des gens qui ont guéri avec ça, c'est de traiter quelqu'un au-delà des espoirs raisonnables, parce que c'est encore un traitement expérimental, puis on ne peut pas dire que ça guérit les gens, dans mon exemple. Alors, définition de l'acharnement thérapeutique. 8 points essentiels pour qu'on considère que c'est de l'acharnement thérapeutique. Commencer un traitement, le maintenir, même si l'issue est fatale. Puis là, on va dire commencer ou maintenir un traitement de type curatif. Parce que vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai déjà travaillé en soins palliatifs, puis j'ai vu des gens faire de la radiothérapie et pourtant, on savait qu'ils étaient en soins palliatifs, mais on savait qu'ils étaient pour mourir. Il y a des fois où il y a des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie qui sont donnés pour le confort. Pour rapetisser une masse qui fait une pression sur la colonne vertébrale, pour rapetisser une métastase qui fait une pression dans le foie. On sait que cette chimiothérapie-là ne guérira pas le patient. On la donne pas à des fins curatives, on la donne à des fins palliatives pour avoir un meilleur confort. À ce moment-là, c'est pas considéré de l'acharnement thérapeutique. Employer des méthodes diagnostiques, des traitements sans tenir compte de la situation du patient. Tu sais, je sais pas moi, un patient atteint d'Alzheimer qui a une qualité de vie qui est douteuse, la famille qui trouve que la qualité de vie est douteuse, et puis on décide quand même de faire à ce patient-là qui a un saignement intestinal, un repas barité, une colonoscopie longue, une colonoscopie courte puis une colonoscopie longue, et puis ensuite de ça, un lavement barité. Là. On fait tout ça pour voir de où ce qui saigne. Peut-être que c'est des méthodes diagnostiques qui sont un peu poussées pour quelqu'un qui a une qualité de vie qui est peut-être douteuse. Là. Traiter pour satisfaire les besoins de recherche. Alors ça c'est vraiment grave. Il y a des gens qui font des recherches scientifiques sur certains médicaments et qui vont dire ce patient-là, il est parfait pour faire partie de mon groupe de, de traitement, mon groupe de recherche, mais on le sait que ça ne va pas lui apporter rien d'autre que de satisfaire nos recherches. C'est vraiment pas
C'est pas éthique et ça fait partie des points qu'on considère que c'est de l'acharnement thérapeutique. Ne pas se préoccuper de la qualité de vie du patient, oublier certains facteurs humains ou sociaux, ne pas chercher à connaître les différences culturelles. Il y a des fois où on voudrait continuer à soigner quelqu'un, mais dans leur famille, dans leur culture, dans leurs croyances religieuses, euh, et la mort, c'est pas quelque chose de mal vu, c'est quelque chose je sais pas, moi, c'est correct, ça fait partie de la vie, puis ils en veulent pas de ces traitements-là, mais toi, tu dis non, 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 faut continuer, faut faire la chimiothérapie, ça marche pas, là. Capituler devant les pressions de la famille. Alors, l'inverse est aussi vrai. Si le médecin ou l'infirmière sait que le patient ne bénéficiera pas de certains traitements, de chimiothérapie, de radiothérapie ou de chirurgie, mais que la famille le veut absolument, puis on capitule sous la pression de la famille qui dit, oh non, il faut faire tout ce que vous avez en votre pouvoir pour sauver mon père ou ma mère, bien que vous savez que ça va au-delà de ce que vous pensez qui est correct, on sait que l'issue va être fatale, on sait que la qualité de vie de ce patient-là est douteuse, puis on continue quand même. Ça, c'est capituler devant la pression des familles. C'est considéré aussi de l'acharnement thérapeutique. C'est plus dur à gérer parce que si la famille le demande, c'est difficile de leur dire non, mais c'est quand même considéré de l'acharnement thérapeutique. Soigner sans le consentement éclairé du patient. On ne donne pas toute l'information juste pour être sûr qu'il va prendre la décision qu'on veut qu'il prenne. C'est de l'acharnement thérapeutique. Alors, j'ai un exemple ici. Monsieur Élie, 95 ans, hospite avec une anémie inexpliquée. Son état de santé général est relativement bon. Il a fait 2 infarctus il y a 6 ans. Il est peu actif. Son médecin procède à une gastroscopie, un repas barité, une colonostomie courte et une longue. Si jamais vous avez fait la préparation pour ce genre d'examen-là, vous comprendrez pourquoi là, je les mets toutes. C'est quand même assez lourd là, comme examen diagnostique. Là, il décide de faire une résection intestinale. On enlève un bout de l'intestin, puis on reconnecte l'intestin ensemble. Puis souvent, ces chirurgies-là, ça finit en colostomie. Monsieur Elie reçoit toute l'information. Excusez-moi, mon téléphone avait sonné. Alors, monsieur reçoit toute l'information, il accepte la chirurgie, lui. Il dit, why not? Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où ce que le patient a l'information, est conscient des pour et des contre, il décide de l'avoir, j'ai pas de problème avec ça. On ne devrait pas avoir de problème avec ça. C'est pas moi personnellement, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. L'opération, elle se complique. L'opération se complique, il y a une perforation, on fait une septicémie, insuffisance rénale, il s'en va aux soins intensifs, il est intubé, il est relié à plusieurs appareils, un solité, une sonde, le moniteur cardiaque, un respirateur, toute la patente. Le taux de mortalité qu'on prévoit dans sa situation, c'est 80%. Les médecins se demandent, est-ce qu'on devrait continuer à traiter activement? Puis si on continue, est-ce qu'on considère qu'on fait de l'acharnement thérapeutique? Je vais arrêter l'enregistrement parce qu'on arrive proche du 15 minutes pour qu'on puisse voir la situation au complet.